Bonjour à toutes et à tous. Eh bien, écoutez, je suis très heureuse de vous retrouver ici pour un nouveau thème. Donc, comme à notre habitude maintenant depuis le Scorpion, on a deux vidéos qui vont venir ici se mettre en complément de tout ce défi ici que l'on travaille dans le sens de l'archétype, donc Verseau ici en particulier, et qui donc va nous permettre, en tout cas pour objectif, de nous permettre de changer de perspective par rapport au monde extérieur. Et donc on va avoir une première vidéo qui traite du mécanisme à proprement parler, donc se donner ici un point de référence pour ensuite pouvoir regarder son champ d'application le plus concret et donc le rapport évidemment ici à soi en passant par les autres d'une autre manière. Donc toujours sur ce même principe, ces vidéos sont un contenu qui n'a pas vocation à, on va dire, affirmer qu'il s'agit ici de vérité au sens le plus universel du terme. Ça vise ici à donner un angle de vue, alors qui est le nôtre évidemment, qui est le reflet de notre propre compréhension et donc qui aura pour effet, en tout cas c'est ce que nous souhaitons ici, de vous inspirer, donc de nourrir votre propre réflexion de manière à ce que vous puissiez vous positionner dans votre vérité. C'est vraiment ici l'objectif. Donc, deux vidéos qui sont publiées de fait le dimanche, avec une même introduction, et évidemment elles fonctionnent l'une avec l'autre. Donc on essaye de couper à peu près à la moitié, si vous préférez, et de bien distinguer le mécanisme de l'application. Les frontières sont rarement aussi minces, donc voilà, donc les deux en fait fonctionnent simplement sur un même thème général, avec un souhait ici d'en apporter une distinction qui est toujours un petit peu plus floue que l'objectif initial. On va donc se laisser ici porter, et donc par le thème ici que propose évidemment de travailler le Verseau, qui relève de fait alors de l'équité, puisque processus ici du Verseau, mais qui en réalité renvoie plutôt à l'idéologie, l'équité étant une application ici beaucoup plus individuelle de ce que cela va représenter. Donc on va travailler la définition de l'idéologie et puis ensuite on va regarder comment ça s'applique dans le monde ici le plus extérieur et donc comment on se laisse finalement ici impacter par cette notion qu'elle est représentée par l'idéologie. Donc voilà pour le menu de ces deux vidéos. Les commentaires sont ouverts pour que chacun évidemment ici puisse agir, réagir, interagir, partager son expérience. Et puis, si vous souhaitez voilà, partager notre contenu autour de celles et ceux qui vous entourent, n'hésitez évidemment pas à le faire. Le dimanche, c'est souvent plus simple que ne l'est finalement ici un travail de développement purement intérieur, comme on l'a sur le reste du contenu. Et évidemment, pour soutenir notre travail, les likes, ça aide voilà, à ce que finalement l'algorithme favorise ici notre publication à l'extérieur des gens qui nous connaissent, qui sont abonnés et qui ont donc l'habitude ici de suivre notre contenu. Si effectivement voilà, le cœur vous en dit, le partage d'expérience et l'interaction permet également, surtout dans les contenus du dimanche, ça permet voilà, d'opérer, on va parler de débat d'idées avec l'idéologie, donc c'est très à propos aussi dans cette introduction. On n'est pas nécessairement obligé de tout comprendre ou de tout finalement ici avoir le sentiment de savoir pour s'exprimer. Le débat d'idées, c'est le fait évidemment d'avoir chacun une opinion propre et d'être en capacité de la partager. Donc le partage impliquant qu'on peut ne pas toujours être d'accord ou avoir une autre conception ici des choses. Ce qui est important, c'est de savoir recevoir l'opinion ici de quelqu'un d'autre, non pas de s'en nourrir, mais de pouvoir ici donc s'en nourrir dans l'idée de s'accaparer quelque chose, mais au contraire de pouvoir équilibrer en fait ici sa propre vision du monde, tout simplement parce qu'elle est restreinte à ce que chacun peut voir dans son propre angle, et donc elle s'enrichit forcément ici des autres vérités qui coexistent quelque part ici avec la nôtre. Donc c'est en cela évidemment ici que ce serait potentiellement important que chacun finalement apporte sa propre compréhension de ce thème et puisse évidemment être en interaction avec les autres. Donc lire bien sûr ici les commentaires de tout à chacun. Et puis
Voyons évidemment ici ce que cela va donner dans cet ensemble d'opinions qui a la possibilité, en tout cas au travers ici de cette communauté, de s'exprimer. Voilà pour l'intro. Eh bien écoutez, je vous retrouve dans quelques secondes pour le thème de la semaine. Donc ce dimanche, on va commencer par le démarrage de fait ici, donc est le cadre de ce que va représenter ici l'idéologie. Donc encore une fois, idéologie et équité, on le fera converger dans la deuxième vidéo. L'équité est un moyen de concevoir le côté plus idéologique qui, lui, est un point de vue beaucoup plus extérieur, qui est une façon, évidemment, ici d'observer le monde, et donc qui, évidemment, peut aller dans le sens ici de l'équité si on sort et si, justement, on comprend ce que l'idéologie peut impacter dans notre propre mode de pensée. Parce que, dans le fond, même d'associer ici le processus d'équité dans l'angle du Verseau ne fait que ramener la manière dont la pensée se conçoit. Et c'est pour ça qu'on parle d'idéologie, on peut parler de mécanismes de pensée, mais c'est vrai que dans le monde moderne, la façon en tout cas que l'on a de vivre aujourd'hui, l'idéologie a une grande place. Alors tout comme d'ailleurs la croyance, qui est ici plutôt le mécanisme amplifié du poisson, donc on visitera dans un mois environ, mais il y a une association, bien sûr, ici entre les deux, tout cela relevant de la pensée humaine, de la pensée collective et de la manière, en fait, ici, que l'humain a de se concevoir. Donc ça, déjà, c'est la première information. C'est beaucoup plus moderne qu'on le croit. Et c'est en cela, évidemment, que c'est important. Et c'est pour cela que ici, en tout cas, c'est mon choix, je vais l'aborder de cette manière-là. Mais je vais évidemment élargir, donc ne nous arrêtons pas au titre, mais comprenons que c'est une des sources de ces mots collectifs qui correspondent à cette période de temps. Donc, ça n'a pas toujours été le cas, et c'est très important, bien sûr, ici, de s'en souvenir. Donc, globalement, on va parler de pensée, la manière dont elle se construit dans le sens humain, mais on va utiliser le mot idéologie parce que c'est la source, si vous préférez, d'un point de vue collectif. En tout cas, je l'identifie, donc c'est un point de vue personnel, mais je l'identifie comme ici étant, donc non pas en tant qu'événement le problème, mais c'est la déduction qui est utilisée dans le prisme idéologique. Et on le verra, la déduction de fait ici de croyance qui va venir s'associer à l'idéologie, qui amplifie les tensions collectives. Si on comprend ça, on comprend de fait qu'il y a des outils pour pouvoir ici réduire ces tensions. On comprend aussi que si on parle de projection de pensée, est-ce qu'on peut le faire d'un point de vue d'une pensée collective? En fait, eh bien, là, il y a une partie de la réponse. Probablement que non. Enfin, de mon point de vue, ce n'est pas ici une possibilité parce qu'il faut que chacun puisse revenir à sa pensée propre pour changer en fait ici cette façon de fonctionner qui est dans une structure idéologique et portée de fait en effet ricochet par des croyances et donc qui va tendre ici alors on pourrait dire le vivre ensemble, en tout cas qui va exacerber des tensions qui sont présentes, d'accord, les tensions sont présentes ici, mais elles exacerbent, donc en fait elles font se révéler au passage, elles font se révéler les dissensions qui existent, alors d'une part à l'intérieur de chaque individu, mais qui d'autre part, par effet de projection, la pensée étant quelque chose ici qui se projette, va donc amplifier le mécanisme d'action et donc de réaction. Donc si ça n'était qu'intérieur, j'ai presque envie de dire, ce serait moins impactant pour le collectif, mais comme ici c'est une combinaison qui a évolué justement, et c'est ce qu'on va voir ensemble, qui a donc évolué avec le temps, et il y a un point finalement ici dans la chronologie, on va dire histoire humaine, même si vous savez très bien que la notion de passé, présent, futur, je la distingue un peu différemment, mais en tout cas, elle explique bien cette progression humaine en fait. Donc vraiment, là je parle bien, non pas d'énergie, je parle de chronologie humaine. Et celle-ci, en fait, en réalité, on peut considérer qu'elle existe parce qu'on est on a travaillé la structure, on est dans un principe ici de corps et d'environnement, de fait ici, qui évolue et qui est régi par des règles d'un plan physique. Et dans un plan physique, il y a un espace et le temps. Donc,
on va vraiment l'aborder de cette manière-là, mais c'est pour ça que je mets quelques précautions ici avant d'entrer dans le vif du sujet, pour que chacun comprenne bien le cadre. On est dans un cadre où on va le regarder d'un point de vue humain, et c'est ce qu'on fait dans cette playlist. On essaye vraiment d'être dans l'application pratico-pratique, parce qu'on est humain en fait. Donc certes, nous sommes une énergie, mais cette énergie est incarnée, et donc il faut comprendre les règles de l'incarnation, mais ici ça pourrait être justement plus idéologique. Il faut comprendre les règles de fonctionnement du monde physique, là ça l'est moins déjà, parce qu'il faut pouvoir faire preuve d'esprit critique et ne pas le regarder justement dans l'angle de la spiritualité, pour que finalement on puisse réinsérer des paramètres qui manquent au départ à notre esprit critique pour se concevoir dans un ensemble. Certes, une énergie, mais une énergie incarnée. Et donc, on ne répond pas complètement aux règles de la pure énergie, on répond aux règles de l'énergie dans sa version incarnée. Et ici, il y a un paramétrage, en fait, qui doit être considéré. Donc, ce mécanisme de l'idéologie, c'est la manière dont se projette évidemment ici notre pensée, c'est la manière dont on va concevoir le monde, et on va le concevoir évidemment ici du point de vue de l'ensemble. Donc il y a quelque chose qui relève quand même ici de la structure collective. Ok ? Donc vous pouvez reprendre bien sûr ici vos notes sur la structure, votre compréhension de la structure qu'on a travaillée en Capricorne, peut-être que ça peut aider. Mais globalement, je pense que ces vidéos, depuis la structure et jusqu'à ce qu'on soit en Poisson, elles vont nécessiter quand même d'être un petit peu retravaillées. Donc, on prend les notes, on entend et on comprend ce que l'on est capable ici d'entendre et de comprendre à un instant T, mais on les prend comme base de référence parce que il faut évidemment pouvoir redéployer un esprit critique, je dirais large, pour vraiment s'approprier ici pleinement ces notions. Donc, c'est pas difficile en soi, mais c'est juste qu'il faut que notre pensée change ici. Donc, il faut quand même qu'il y ait une évolution au niveau de la pensée. On est toujours dans l'altération, donc il faut quand même que l'altération ait été suffisante pour que ça puisse évidemment se faire. Donc, l'étymologie du mot idéologie, elle est très intéressante parce que ce n'est pas une étymologie latine au départ. Déjà, il y a une petite exception. On n'est pas dans la même période de temps pour avoir exprimé ici cette idée d'idéologie. On est dans la Grèce. Okay, donc le mot idéologique est une combinaison de deux mots grecs, donc celui qui forme la racine d'idée et logos qui forme ici la racine de la logique. Donc au départ, c'est quelque chose qui a été utilisé donc par les Grecs anciens et comprenez par les philosophes. Ce qui fait que et vous verrez qu'il y a un parallèle avec l'emploi plus moderne de ce mot. Si vous reprenez, c'est des choses qu'on avait évoquées, mais je vais refaire le détour, la philosophie grecque n'est pas la philosophie moderne. Il y a une grande différence entre la manière dont les Grecs anciens l'utilisaient et la manière plus moderne que l'on a, nous, dans nos sociétés présentes, à l'utiliser. La philosophie, aujourd'hui, s'appuie principalement sur des idées. Et donc, on n'est plus dans le concret qu'était quelque chose ici qui était important aux yeux des Grecs. La philosophie était une discipline beaucoup plus large et pas simplement appuyée sur l'idée, elle était appuyée vraiment donc sur le logos en fait, donc vraiment sur la logique, et donc c'était une science. Donc comprenez évidemment que un philosophe était également mathématicien, était également avec majoritairement ils avaient tous des notions d'astronomie, etc. Et donc, c'était des savants au sens ici le plus large du terme. Et pas simplement à débattre. Aujourd'hui, c'est ce que l'on fait en philosophie. On est en train d'étudier plutôt de la science comportementale. Mais donc, la science, en fait, c'est quand même beaucoup subdivisé avec ici les époques. On a créé des disciplines. Et en fait, en créant des disciplines, on a donc catégorisé. Et cette problématique de la catégorie fait que finalement, on cloisonne. Le cloisonnement fait qu'on divise l'information et on essaye de la faire rentrer dans des cases. Et donc, on en perd, bien sûr, ici, les points de connexion. Et donc, c'est très difficile de revenir à un ensemble. Mais ce qui n'était pas le cas ici, au moment de l'Antiquité. Ces sciences étaient au pluriel. Et donc, le philosophe était ici un savant dans plusieurs disciplines qu'il essayait, en fait, ici, d'unifier. Et donc, il essayait d'unifier
les lois de la nature, par exemple, avec la manière dont se comportait l'humain, avec la manière ici dont l'humain construisait sa société. Donc les philosophes grecs étaient très portés sur le fonctionnement de la société, sur le progrès ici de la société, et dans la critique, bien sûr, ici de ses dérives, notamment par rapport ici à la question d'autorité. Les Grecs, évidemment, se référaient à leur propre champ de croyance, donc on était dans des sociétés plutôt polythéistes, mais il y avait aussi la remise en question. D'ailleurs, ici, donc, au travers de cette science au pluriel, il y avait quand même ici de la remise en question sur tout ce qui était cosmologique ou cosmogonie, si vous préférez. Donc la cosmologie et la cosmogonie, ce sont deux choses un peu différentes. La cosmologie, vous connaissez le principe, la cosmogonie, c'est l'association ici de quelque chose d'extérieur qui est représenté par ce qu'on pourrait appeler ici une divinité. Mais je pense qu'aujourd'hui, dans notre monde moderne, toute cette façon de concevoir l'Antiquité, elle est évidemment évaluée au travers d'un prisme. Donc ce que l'on croit savoir ou connaître de la pensée des gens de l'époque, et évidemment, ils ont beau avoir ici transmis bon nombre d'écrits, la subtilité et la symbolique ici de certains de leurs écrits, notamment quand on se base sur les écrits des philosophes, je pense que le contenu, l'essence en fait de leur message nous échappe beaucoup parce que justement, on a une pensée beaucoup plus divisante aujourd'hui. Et donc on a du mal à se dire que finalement, ces gens-là à l'époque voyaient des choses ici que nous, potentiellement, on a le sentiment de redécouvrir, et des ponts et des liens que l'on fait entre les choses, et notamment les lois de la nature avec un ensemble intercommunicant, étaient beaucoup plus ici dans la construction de pensée des personnes de l'Antiquité et des philosophes en particulier que ça ne l'est aujourd'hui. Aujourd'hui, on mélange un peu tout et en même temps on divise un peu tout et on sectorise beaucoup. Donc comprenez que ça pose évidemment, ça doit nous poser question en tout cas. Et donc pour revenir à l'essence de chaque chose, c'est pour ça qu'on fait toujours un effort de rétrospective, qu'on essaye toujours de comprendre le sens premier et non pas le sens moderne. Et parce qu'il y a une grande dérive entre le sens premier évidemment et le sens moderne. Donc cette science ici qui était donc l'idéologie, c'était la capacité d'être dans un discours d'idées. Donc idée, d'ailleurs en grec, a permis non pas de créer simplement le mot idée, ça a surtout permis de concevoir le mot voir. Donc ça suggère que les Grecs anciens, avec cette association entre idée et logos, étaient quand même conscients que finalement l'idée avait un sens d'image, de projection, et donc que c'était à la base ce que l'on était en capacité de voir, de percevoir, et donc avec nos yeux, avec notre propre compréhension du monde. Si vous comprenez ça, vous comprenez que la source au départ de l'idéologie, c'est exactement ce que je viens de vous expliquer d'une autre manière, c'est être en capacité de revenir à l'essence de quelque chose et donc de ce qui génère la projection, ce qui permet ici de convenir et de projeter au travers d'une image une représentation. Et l'association avec la logique donne bien cette idée de combinaison entre l'idée et la science, puisque l'image, effectivement, en fonction de la logique qui va derrière cette projection de l'image, peut avoir une toute autre traduction que la simple image. Je vois ce que je vois, mais si j'essaye de comprendre ce que je suis en train de regarder, il est probable que je ne vois pas la même chose. Ça, c'est très important. C'est très important parce que ici, ça réfère vraiment à l'esprit critique. Donc, l'idée de logos, c'est vraiment l'interprétation, la comparaison, l'application, si vous préférez, de cette logique à partir de la projection en repartant ici d'une compréhension, donc de comprendre ce que l'on essaye d'attester et de prouver, donc quel est notre intérêt ici dans cette façon de concevoir et donc la manière dont on opère dans les angles. Donc ça ne peut pas, évidemment, ici être sorti de son contexte, parce que si on n'a pas le contexte, on n'a plus que le résultat, mais on a perdu, évidemment, ici le mécanisme qui explique pourquoi on le conçoit de cette manière-là. Donc, on voit à quel point déjà l'idéologie moderne et la façon ici dont c'était conçu dans la Grèce antique est clairement différent. On voit de fait à quel point en Grèce antique, quand on pratiquait
ce genre finalement, donc vraiment dans la manière de faire, ces discours d'idées, il y avait vraiment quelque chose qui touchait et qui était avec objectif d'une transmission pour faire appel ici à un esprit critique de la personne et non pas valeur d'enseignement. Il y a souvent une confusion d'ailleurs et des raccourcis qui sont pris. Si on prend par exemple Platon, les écoles ici qui étaient construites n'avaient pas pour objectif, en tout cas de par l'étude ici de ces mécanismes, c'est ma conclusion, elle est peut-être erronée, mais ma conclusion c'est que à cette époque-là, ce fonctionnement par transmission n'avait pas pour valeur d'enseigner, mais bien de transmettre, et donc de permettre à chaque personne en présence de développer leur propre esprit critique. Et donc ça a permis de dégager d'autres courants philosophiques dans la Grèce antique. Donc évidemment, il y a ce que l'on connaît le plus, mais il y a tous ces élèves, quelque part, qui ont participé ici dans ces débats d'idées et qui donc eux-mêmes se sont ensuite multipliés dans peut-être d'autres disciplines, moins connues, moins reconnues, où il y a peut-être eu moins d'écrits, mais c'était quand même quelque chose qui relevait ici de la culture. Donc de savoir ici se positionner par rapport à ça et se donner l'opportunité de concevoir le monde autrement et d'opérer ici dans sa vérité sans contraindre celle des autres et de s'adonner quelque part ici à une autre forme de partage. Donc on revient dans l'histoire et on va donc aller chercher à quel moment cette idéologie est revenue quelque part sur la table, parce qu'il faut quand même imaginer qu'entre les deux, il ne s'est pas passé grand-chose. Les sociétés se sont construites ensuite différemment, et donc on a gardé peu finalement de cette période ici. On l'a redécouverte beaucoup plus tard, la période grecque. Et effectivement, elle est restée base de connaissances pour certaines choses, mais pas dans le sens ici de l'appréciation des sociétés en fait. Il y a eu des effondrements et donc je pense que ces effondrements ont finalement fait place à d'autres modèles, des choses qui sont peut-être aussi beaucoup plus autoritaristes, avec des formes de pensée beaucoup plus imposées que ça ne l'était dans les sociétés les plus antiques, celles qui en tout cas étaient tournées dans ce sens. Ok. Mais c'est vrai que voilà, après il y a eu beaucoup de mouvements vibratoires aussi, oui, certainement. Les âges ont été plus sombres, voilà, on va essayer de le mettre sous cette forme-là. Beaucoup de conquêtes de territoire et c'est vrai que tout cela finalement a probablement favorisé l'annihilation de tous ces développements de pensée qui étaient présents dans l'Antiquité. Donc c'est revenu beaucoup plus tard, l'idéologie en tant que telle, donc avec cette racine et utilisée comme un mot tel qu'on le connaît aujourd'hui, est revenu quelque part ici sur la table à la fin du XVIIIe siècle, en France notamment, au moment de ce que l'on appelle ici l'époque des Lumières. Donc ça a été ici réintroduit dans un ouvrage en particulier, qui était un mémoire dans lequel était évoquée la faculté que l'humain a de penser. Donc il y a eu cette volonté, au travers de ce mémoire, d'instaurer, donc vraiment dans cette période où les Lumières ont commencé ici à émerger et à créer un courant, de réinstaurer, je crois, en tout cas, il y a une idée de retour quand même derrière ça, une science des idées, mais avec ce biais, en fait. Je pense que vraiment, avec ce biais d'incompréhension de la manière dont c'était utilisé et utilisable dans l'époque antique, et donc avec une volonté. Souvenez-vous que fin du XVIIIe, ici, notamment en France, on sort de la Révolution française, il y a volonté ici de réinventer un modèle. Donc, l'intérêt ici de la science des idées avait quand même, sur fond, bien sûr, ici d'intérêt commun, de restructurer la société. On était quand même ici à la fin de l'époque monarchique, qui a été de fait une période très sombre de l'histoire de France, évidemment, qui a eu des échos quand même ici dans le monde. Et donc il fallait faire réémerger quelque chose évidemment qui avait pour vocation à être différent. Et donc cette idée d'instaurer une autre façon de penser, il faut quand même se souvenir de ce que signifie ici la monarchie. Donc il y a un côté soumission en dehors finalement ici de la cour, avec une libre pensée qui n'existe pas dans ce contexte, et donc des personnes qui émergent avec ce besoin, cet intérêt commun de faire émerger une pensée plus libre. Maintenant, avec probablement un socle
qui est tronqué quand même ici au départ. Et donc ce souhait de revenir à quelque chose était quand même évidemment, là on peut le regarder de façon un peu chronologique, c'était quand même biaisé. Et si on est à regarder vraiment l'histoire avec précision, on voit bien que de cette période a émergé un autre système politique, mais qui n'a pas été nécessairement plus juste ici que ne l'était quelque part la monarchie. On a quand même vécu ici ce qu'on a appelé la terreur, qui a suivi bien sûr la Révolution française. Et donc on peut se poser la question, il y a eu des tas de choses qui ont été faites, mais on ne l'a pas appelé la terreur non plus pour rien. Maintenant, on utilise aussi un peu l'histoire de façon fantaisiste et on retient souvent ce qui nous arrange, mais on regarde assez peu en fait ici tout un ensemble. Donc ces idées, vues du siècle ici des Lumières, étaient perçues comme des phénomènes naturels qui permettaient à l'homme d'exprimer sa relation entre lui et son environnement. Donc l'idéologie a été immédiatement associée, ou presque en tout cas, à un système, un mécanisme si vous préférez, de pensée qui semble être cohérent et naturel avec le principe de base qui était de se dire oui, l'homme a besoin de prendre sa place ici dans son environnement, ce qu'il considère, et le mot considération est extrêmement important, donc ça c'est moi qui fais plutôt un ajout, ce qu'il considère être son environnement. Bon, ils ont exclu la partie considération. Je pense qu'il y aurait eu moins de biais s'ils avaient repositionné cette idée justement de considération. Il faut quand même ici imaginer qu'à l'époque, alors je crois qu'aujourd'hui on le croit toujours, mais pas forcément ici dans cette communauté, mais il y a cette notion de supériorité en fait ici de l'homme qui émerge de façon ici simultanée avec l'angle de l'idéologie, que finalement la pensée humaine est supérieure à la pensée de son environnement, c'est-à-dire qu'on reconnaît moins l'intelligence ici de la nature et de l'environnement, et on a ce sentiment à ce moment-là, lorsque ça émerge, et notamment pendant ici la période des Lumières, que finalement, ce qui distingue l'homme de son environnement, c'est sa capacité cognitive. Donc, c'est pas tout à fait incorrect, on l'a visité ensemble, je dirais même que dans un certain point de vue, on pourrait le considérer. On pourrait en revanche considérer l'utilisation de cette zone cognitive. Mais c'est pour ça que je parlais de considération. Tout dépend de comment on considère les choses. Oui, c'est vrai qu'a priori, de par le fait dont l'homme dispose du langage, un langage complexe, donc de ce point de vue-là, oui, on pourrait dire que cognitivement, on prend le pas un peu sur la nature, qui dispose d'un langage qui est différent. Est-il plus complexe ou moins complexe ? Il faudra encore qu'on comprenne complètement comment la nature communique avec elle-même, donc je ne suis pas certaine ici d'avoir ces compétences-là, mais dans l'angle humain, on pourrait dire que c'est plus complexe. On produit ici de l'expression sous différentes formes, alors qu'effectivement, il y a peut-être un petit peu moins de formes dans la nature. Encore que, je n'irai pas affirmer cela. Pour moi, c'est l'angle humain, bien sûr, ici, qui nous le laisse à penser, et une méconnaissance de l'angle non humain. Donc, il faudrait peut-être se mettre juste dans ce niveau, et c'est pour ça que je vais ajouter « considère ». L'homme, effectivement, travaille à prendre la place qu'il considère être son environnement. L'est-il pleinement ? Eh bien ça fait partie des choses, à mon avis, où je crois que l'homme devrait s'interroger dessus. Et en tant qu'individu, on doit s'interroger ici sur la notion de place, que ce soit vis-à-vis de nous-mêmes, ceci dit, le principe d'équité, mais également dans l'environnement et l'impact que peut avoir évidemment ici la société humaine dans l'environnement plus global, qui est bien plus large, et tout ce qui nous entoure est bien plus nombreux en réalité que l'humain. Donc voilà, tout est une question de proportion. Et je crois que c'est vraiment ça qui, lorsque ce principe ici émerge de science des idées, je crois ça a quand même été fort alimenté par une volonté d'être supérieur ici à tout un ensemble, et c'est ce qui rend finalement cet exercice biaisé. Donc l'évolution dans le temps, comprenez qu'il y avait une façon de concevoir la pensée dans l'Antiquité qui a été pas effacée, mais je pense oubliée quand même pendant tout un certain temps. Donc ces débats d'idées, cette philosophie appliquée au système de pensée, elle se basait principalement sur le partage et la transmission d'une opinion propre
dans laquelle je crois la plupart des penseurs ne cherchaient pas nécessairement à convaincre son interlocuteur. En fait, si vous regardez un peu comment sont faits les écrits des Grecs anciens, des philosophes, vous voyez qu'ils essayent de prouver une théorie en réalité. Donc ils ont une théorie, ils ont une pensée, elle est propre, elle est unique et elle leur appartient. Et ils essayent par principe allégorique de prouver que leur mécanisme de pensée fonctionne, que c'est appliqué et que c'est applicable et que ça répond ici aux règles d'un environnement. Et là, on peut évidemment avoir plein d'allégories de ce point de vue-là, mais on le prendra dans l'application. Ici, on est vraiment dans le mécanisme. Donc, c'était une manière de partager, de transmettre quelque part ici un collectif d'individus intéressés, bien sûr, par ces choses-là. Et donc, souvenez-vous comment étaient faites les cités, en fait, ici, grecques. Ces places dans lesquelles, ici, on pouvait s'adresser à la cité. Donc, pour moi, le philosophe avait vraiment sa place, avait vraiment un rôle dans le jeu, évidemment, ici, de cette structure qui était la Grèce antique, qui était peut-être dérivée d'une autre culture. Il ne faut pas oublier que la représentation que l'on a de la Grèce antique, ici, est postérieure à tout ce qui va toucher une autre forme d'apogée qu'avait connue la Grèce et qui, encore une fois, la Grèce n'était pas quelque chose d'unifié comme on l'imagine aujourd'hui. On n'était pas dans un peuple unifié, on était vraiment sur le principe de cité. Donc chaque cité, évidemment, ici, avait des correspondances avec d'autres, mais on n'était vraiment pas sur cette notion de... On était sur des cités-États, on n'était pas sur des États. Donc c'est comme si aujourd'hui, on voyait chaque grande ville comme la cité-État régie par ses propres règles qui communiquent les unes avec les autres, mais effectivement, dans lequel une autre cité n'a pas autorité. Donc, prenons l'exemple ici géographique. On a la cité-État Paris, par exemple, cité-État Marseille. Bon. Et donc, il peut y avoir de l'échange entre Paris et Marseille, mais du point de vue de la Grèce antique, chaque autorité de cité prévaut sur finalement toute idée de collectif. Il pouvait y avoir des règles en commun, mais il n'y avait pas d'autorité extérieure ici à la cité. Donc finalement on parlait de la cité, de la structure de la cité, et on était dans quelque chose qui était non plus le macrocosme que l'on connaît aujourd'hui et la mondialisation. On était vraiment dans quelque chose qui était beaucoup plus miniature. Bon, on va oublier le mot, peu importe. Miniaturisé, bon. Donc on était vraiment dans une autre façon ici de concevoir les choses, et c'est vrai que si on veut appliquer ce mode de fonctionnement ici à l'échelle de ce que l'on connaît aujourd'hui, c'est quasiment impossible en fait, et donc on perd complètement la possibilité ici de le faire de cette même manière. Donc cette transmission, elle était évidemment faite dans un petit périmètre en fait, un périmètre miniature. Et ce périmètre miniature, bon, on voit, il traverse les âges, etc. Pour certains, mais c'est aussi pour ça qu'on a probablement perdu de nombreuses choses. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas d'autres cités-États qui avaient d'autres, peut-être très grands penseurs pour leur époque. Ça veut dire aujourd'hui que la destruction fait qu'on ne sait pas, en fait, on ne sait pas trouver des traces. Donc, dans l'histoire, ce n'est pas parce que ça n'existe pas, finalement, que l'on n'a pas trouvé de traces, que les choses ne se sont jamais produites, ça veut juste dire qu'on ne les a pas encore trouvées. Et ça, c'est un petit peu différent aussi en termes de méthode. Avec le courant des Lumières, et ici, on est déjà sur une autre structure. Donc, on n'est plus du tout dans cette notion de cité-État. On est au contraire ici sur un État-pays. Donc, on n'est déjà plus du tout sur une même dimension. Donc, on ne répond pas au même modèle, on ne répond pas aux mêmes besoins non plus. Donc, on n'a pas du tout le même intérêt, bien sûr. Donc, si le fondement initial, c'était de proposer une discipline d'étude des idées, donc en soi, pourquoi pas, pour dégager finalement la manière dont les choses se conçoivent, en fait, ça a été quasiment immédiatement substitué plutôt par la doctrine et non plus la science des idées. Doctrine, c'est issu, alors là, pour le coup, on revient dans le latin, c'est doctrina, donc c'est enseignement, c'est éducation. Bon, si vous regardez aujourd'hui le système éducatif et le système d'enseignement, je pense qu'on peut convenir, sans que ce soit polémique, qu'on répond à du conditionnement. C'est-à-dire que si on prend l'éducation, si on prend l'enseignement, on a un enseignement dit national,
On a fait des choix, on a des programmes. Bon, ces programmes, ce sont quand même des conditionnements. On définit ce que l'on souhaite ici enseigner aux enfants, la manière dont on souhaite éduquer. Et on les éduque dans un système qui est normatif. On ne considère pas des différences entre les individus, on ne considère pas forcément l'intérêt ici dans le sens d'équité. On va considérer que c'est un enseignement qui permet d'adresser l'égalité, pour commencer, parce que c'est la valeur ici de notre, finalement, de notre nation. Donc, il y a aussi ici un biais. Et en même temps, ce mot d'enseignement, c'est correct, puisque là, on est dans la différence entre enseigner et transmettre. Enseigner, c'est effectivement, le mot latin, c'est insignere, mettre une marque, signaler, distinguer. Mettre une marque, c'est mettre une étiquette. C'est choisir de concevoir les choses dans une case, d'en faire une norme. Clairement, c'est d'en faire une norme. Donc, un système éducatif aujourd'hui, il répond à une norme. Il y a un choix. Et ce choix, il a pu être fait par plusieurs personnes. La question n'est pas la collégialité ici autour de ça, mais il sert un intérêt. Si vous suivez un cours plutôt qu'un autre, c'est parce que vous avez intérêt à développer cette compétence et pas l'autre. Cette compétence, elle est enseignée d'une certaine manière. Elle répond ici à une norme sur laquelle il y a eu consensus, acceptation. On en a fait une vérité. Ça ne veut pas dire que cette vérité n'évolue pas. Les programmes, par exemple, sont régulièrement remis à jour. Mais on a quand même choisi ce qui était important de ce qui ne l'était pas. Et si on regarde le système éducatif, il a évolué aussi au fil des époques. Lorsque l'on allait à l'école, ici, on va dire avant la Première Guerre mondiale, les disciplines enseignées correspondaient à ce qui était le plus utile ici pour l'individu. Pas toujours dans le sens de développement de son esprit critique, par exemple. Mais, par exemple, les filles apprenaient ici à coudre, à faire la cuisine, et puis les garçons apprenaient à travailler avec leurs mains. Donc il y avait différentes ici disciplines qui permettaient finalement aux jeunes garçons et aux jeunes femmes, alors aux jeunes femmes, c'est pas quelque part, c'est pas une critique de dire qu'à cette époque-là, la place de la femme effectivement était très différente de ce qu'elle a, elle était peut-être moins libre, elle répondait au code ici d'une époque. Si vous me demandez est-ce que c'était quelque chose de juste, c'est difficile d'évaluer une époque avec le filtre d'une autre. Aujourd'hui, bien sûr, on peut regarder cette époque et dire est-ce que vraiment la femme devait être cantonnée à faire des cours ici de couture et des cours de cuisine, tandis que finalement l'homme travaillait le bois, travaillait ici le métal, etc. C'était pratico-pratique, en fait, c'était fonctionnel à partir de la capacité physique de chacun. Et je crois que c'est surtout ça, en fait, qu'il faut regarder au-delà de l'absence de liberté que cela peut engendrer dans le fait de choisir sa carrière, etc. C'est pas le sujet. On n'avait pas cette liberté de choix, tout simplement parce qu'on répondait à quelque chose dans lequel il fallait s'inscrire dans l'utile, le pratico-pratique et des besoins primaires. Et je pense que lorsque l'on évalue certaines sociétés par, justement, avec un regard objectif et non pas critique, ça n'empêche pas d'avoir de l'esprit critique, mais tout dépend de comment on regarde. Si on essaie de regarder les choses en neutralité, on voit qu'effectivement, à ce moment-là de l'histoire, début du XXe siècle, on avait quand même besoin, en tant que, ici, on va dire peuple, c'est la notion de peuple aussi, donc à la limite, je préférerais qu'on critique de ce point de vue-là le côté plutôt pyramidal de la société qui fait qu'il y a un peuple qui doit subvenir à ses besoins primaires et effectivement une autorité plutôt extérieure comme un système de caste qui est pas dit ici de cette manière-là. Il y a des pays, je pense, qui ont l'honnêteté d'utiliser le mot caste et puis il y a le reste ici de l'humanité qui ne l'utilise pas, mais ça revient un peu à ça. Il y a le peuple et il y a effectivement les dirigeants. Donc depuis la monarchie, il y a probablement moins de choses qui ont changé que ce que l'on veut bien imaginer, parce qu'il y a toujours cette notion d'autorité supérieure. Dans une société humaine, il y a ceux qui dirigent et puis il y a ceux qui font. Et donc, si je reviens ici dans l'enseignement, on va dire que cette époque-là avait au moins l'intérêt d'enseigner ce qui était le plus utile aux garçons et aux filles que nous étions, avec en plus
malgré tout, le fait que les filles étaient quand même encouragées à aller à l'école, ce qui n'était pas le cas dans toutes ici les nations, au moins à cet endroit-là du monde. Les filles allaient à l'école, on leur apprenait quand même le calcul, on leur apprenait à lire et à écrire. Donc on était sortis quand même de cette phase où finalement on avait une différence ici et donc une ouverture au travers du langage qui est le langage écrit et les calculs. Et donc, il y avait quand même une base, un socle commun, que l'on soit fille ou garçon, alors que sur certaines époques, les filles n'apprenaient ni à lire ni à compter. Donc là, on avait quand même, quelque part, une ouverture, un progrès du point de vue social qui permettait aux filles d'accéder à l'école. Et certes, elles passaient aussi du temps sur des choses beaucoup plus pratico-pratiques, mais je pense que ça n'a pas eu que des travers. Et hommes et femmes de cette époque-là, de toute façon, avaient un besoin d'être fonctionnels. On n'est plus dans cette époque, mais il y a des choses qui sont critiquables dans les époques. Et, il y a des choses qui sont critiquables du point de vue de la dignité. Mais je crois qu'ici, on n'est pas dans le sujet de la dignité et dans le sujet du respect. Parce que lorsque l'on parle, et c'est pour ça que je fais le parallèle avec l'idéologie, lorsque l'on parle des droits des femmes, je pense qu'il est plus important de non pas travailler sur ce qu'une femme doit pouvoir avoir le droit de faire ou de ne pas faire, par exemple comme métier, mais plus important de travailler à la dignité de la femme, dignité des enfants, dignité, j'entends intégrité quand même physique. Et donc, ça me semble être plus important de sécuriser ici ce côté-là qu'effectivement se battre pour qu'une femme fasse n'importe quel métier. Je pense qu'il y a un sujet qui est beaucoup plus structurel ici, qui est la vulnérabilité physique, que la vulnérabilité de l'esprit. En théorie, une femme peut tout faire, mais si physiquement, effectivement, elle est en insécurité, c'est-à-dire si sa dignité n'est pas respectée, je pense que c'est beaucoup plus grave que, effectivement, ici, sa capacité ou non à faire un métier physique. Bon. Parenthèse, c'était pour expliquer effectivement que de toute façon, à partir du moment où on enseigne, eh bien, on marque, on signale, on stigmatise certaines choses sans le vouloir, mais parce qu'il n'y a pas forcément toujours une volonté de nuire, et cette stigmatisation n'est pas forcément une obligation, mais ce qui est sûr, c'est qu'on conditionne ce que l'on va ici mettre en termes d'enseignement, donc il y a ce côté doctrine. En fait, il y a nécessairement ici un choix, un conditionnement. On cherche à éduquer dans un certain sens. Et là, il faut redéterminer évidemment quel est le sens. Quand on enseigne quelque chose, ce qui compte, c'est de comprendre, ou quand on reçoit un enseignement ou de l'éducation, c'est le sens. Pour celles et ceux qui ont lu notre livre, c'est globalement la question que l'on pose en introduction. En tant que parent, vous êtes parent ou grands-parents, l'éducation, ça passe pas que par l'école, et absolument pas d'ailleurs l'éducation, pour le coup ça ne devrait pas être le rôle de l'école, mais quand on parle d'enseignement, on doit aussi parler d'éducation. Et donc quand on impose une règle à un enfant, il est préférable de s'interroger pourquoi, en termes d'éducation, on est dans cette condition. Pourquoi cette condition et pas une autre? Et si cette condition n'est pas respectée, qu'est-ce que cela provoque et pourquoi cela le provoque? Donc ici, ça renvoie bien sûr ici à soi-même, parce que ce système de conditionnement, il est autant ici dans ce que l'on peut apprendre d'extérieur, donc là où on va chercher à être enseigné, mais il y a une recherche d'enseignement, et il y a cette base qui est bien moins consciente que représente évidemment ici le conditionnement éducatif, et celui-ci on le reçoit de ce qui nous est le plus proche. Et c'est très différent de transmettre. Donc transmettre, c'est transmittere, c'est le fait d'envoyer au-delà, de faire passer quelque chose. Donc ici on est dans quelque chose qui permet d'ouvrir ce que l'enseignement permet de fermer. Enseigner, et l'éducation en général, c'est ce qui nous pousse à intellectualiser. Transmettre, c'est ce qui nous pousse à chercher par-delà ce que l'on connaît. Donc on a d'un côté la connaissance qui se fige et de l'autre
une pensée qui peut progresser, qui peut s'élever, qui peut se transformer et qui peut d'ailleurs ici se cultiver dans les terres les moins connues. Parce que ce qui est enseigné va conditionner notre pensée à partir du cadre où cet enseignement opère. Donc, on va travailler notre intellect et on ne va pas travailler notre intelligence. Il y a une différence qui est importante entre l'intellect et l'intelligence. L'intellect, c'est notre capacité d'analyse. Et cette capacité d'analyse, elle s'appuie nécessairement sur des connaissances. Donc, ce que l'on est allé ici chercher, acquérir, dans le sens connaissance. Donc, connaissance, savoir, pas expérience, pas quelque chose que l'on a tiré ici à partir de soi-même. Et quand on va chercher de l'enseignement, c'est parce qu'on se dit ça va m'être utile. Si par exemple, je dis tiens, je vais faire cette formation-là, je vais être enseignée dans cette discipline, je vais aller chercher une connaissance en particulier parce que je souhaite pouvoir l'utiliser. Je vais donc passer par l'extérieur pour aller chercher un set de connaissances qui va m'être utile, mais qui va conditionner quand même ma manière de faire à partir de ce que j'aurai appris. Quand on apprend un métier, par exemple, qu'on fait des études, on va donc ici travailler notre intellect en circuit fermé. Je vais vous donner ici un exemple de vie. Lorsque j'étais plus jeune, je savais exactement ce que je voulais faire. Dans ma vie, depuis toute petite, je voulais ici aider les gens à aller mieux. C'était mon truc, je disais toujours, moi je vais aider les gens à aller mieux. Et à aller mieux parce que je trouvais que les gens avaient l'air malheureux. Parce que je vais quand même préciser le pourquoi, c'est qu'autour de moi, j'avais quand même l'impression que les gens n'avaient pas l'air heureux, que le monde ne fonctionnait pas, ne tournait pas rond. C'était clairement comme ça que je l'identifiais. Je ne mettais pas les mots « le monde ne tourne pas rond », mais je trouvais le monde dur, difficile. Pas par rapport à moi. Pourtant, j'aurais pu l'identifier par rapport à moi. Mais par rapport à ce que je voyais, en fait, ici autour de moi. Je voyais des gens qui travaillaient beaucoup. Je voyais des gens qui vivaient dans des conditions que j'estimais être difficiles et que j'estimais ne pas être en adéquation avec finalement ce qu'il était possible. Je pouvais voir évidemment des familles très dysfonctionnelles. La mienne n'était pas plus d'ailleurs, mais en fait, je me disais, ah mince, on devrait pouvoir faire autrement. Donc, depuis toute petite, je disais, voilà ce que je veux faire. Je l'expliquais avec mes mots d'enfant. Et puis un jour, les adultes ont mis des mots sur mes mots d'enfant. Ils m'ont dit, tu seras psychologue. C'est ce que tu as l'air de vouloir dire par là. Donc j'ai adhéré évidemment ici à l'idée. On a structuré, on a conditionné ma pensée, on a mis une étiquette en fait. Donc ensuite, on a toujours dit que je savais exactement faire ce que je voulais et que je voulais être psychologue. Donc j'ai intégré bien sûr ici l'idée en tant qu'enfant. Donc lorsqu'effectivement j'ai passé mon bac, je suis allée immédiatement en fac de psycho. Évidemment, puisque c'était l'étiquette ici qui avait été posée. Donc c'était le seul chemin que j'avais identifié. Et donc j'ai passé ma première année sur les bancs de la fac à me demander ce que je faisais là, parce que ce que l'on m'expliquait, donc dans l'enseignement, j'ai donc suivi le parcours classique. On m'a donné l'étiquette, donc j'ai utilisé ici l'étiquette. J'ai associé un parcours d'études. J'étais clairement dans l'intellect. Je me suis assise ici à mon premier cours et je me suis dit, ça n'a rien à voir. C'est pas du tout ce que je veux faire. Parce que l'enseignement qu'on me transmettait, ne m'était pas utile, en fait, dans le sens où j'avais une idée extrêmement précise, sans avoir jamais réussi à mettre les mots dessus, de ce que je voulais faire. Mais ce que l'on me mettait dans les mains en me disant, voilà comment tu vas l'utiliser, etc., pendant toute cette année-là, à chaque fois que j'allais dans un cours, je me disais, mais ce n'est pas ça, en fait, ce n'est pas ça. Donc j'ai quitté, en fait, ici, la fac. J'ai réussi mes examens pourtant, ça n'a rien changé. Mais j'ai dit, non, alors dans ce cas-là, utile, c'est gagner de l'argent. Et donc je suis allée, évidemment, ici travailler. Je ne voyais pas ce que je pouvais faire d'autre. Mais sans nécessairement poser, encore une fois, à l'époque, les mots dessus, j'ai compris qu'il y avait un problème entre ma vision et ce qu'on allait me proposer pour atteindre. Donc je ne voyais pas comment j'allais pouvoir atteindre ma vision, puisque ce que l'on me mettait dans les mains ne correspondait pas. Et donc, aller simplement me formater, on m'expliquait différents courants de psychologie.
Et je me retrouvais dans aucun. J'avais beau lire, j'avais beau... Je disais, mais non, mais ça c'est complètement à côté de ce que je pense moi, en fait. Et c'est vrai qu'à l'époque, personne réellement comprenait, parce que tout le monde disait, mais enfin, c'est ça, en fait, c'est ça la psychologie. Il y a des gens qui ont des doctorats, etc. C'est ça, en fait. Et moi, je me disais, mais c'est pas ça que j'ai en tête. Donc, je pourrais pas aider les gens avec ça. Je peux pas. En fait, je peux pas prendre telle ou telle méthode. Et c'est pas ça qui va faire que les gens vont se sentir mieux. Donc, j'ai eu un rejet, bien sûr, de tout ça. Mais je pense qu'inconsciemment, j'ai distingué. Ce que je suis en train de vous expliquer, c'est pour ça que je le prends, c'est qu'il y a une différence entre intellect et intelligence. L'intelligence, elle s'appuie sur une appréciation. Il n'y a pas d'intérêt autre, puisque l'intellect va avoir un intérêt. On va chercher à appliquer quelque chose qui semble être le plus utile par rapport à un objectif. Donc on est vraiment très, très conditionné dans la forme, alors que l'intelligence s'appuie sur une appréciation qui n'a pas nécessairement d'intérêt strict, autrement que celui, puisqu'il y a un point, qui est celui ici d'adresser les choses de façon correcte, juste. Il faut qu'il y ait un match entre ce qui semble être vrai ou faux. Donc, c'est quelque chose qui pourrait ressembler à la dualité, sauf que ça ne l'est pas. L'intellect, oui, l'est énormément. La différence avec l'intelligence, c'est que l'intelligence a la capacité de recevoir les deux possibilités et de voir de fait ce qui est vrai et ce qui est faux. Plutôt, de fait, comprenez, d'opérer une forme de tri. C'est OK et pas OK. Mais quand on dit c'est OK parce qu'on sait qu'il y a quelque chose qui n'est pas OK. Donc en fait, on a simplement utilisé l'ensemble des éléments et on les a triés. Et il y a un tout, bien sûr, ici qui se forme. Et ça, c'est donc évidemment l'intelligence ne fonctionne pas nécessairement avec l'intellect. Ce que l'intelligence permet de développer en tant que compétence caractéristique physique, c'est l'esprit critique, c'est pas l'intellect. Et donc l'esprit critique et l'intelligence et l'intellect sont deux mécanismes différents. L'intellect, c'est porté par une notion de bénéfice. En fait, pour pouvoir prendre quelque chose, on va définir ce qui nous est utile. Alors que, effectivement, l'intelligence n'est pas dans cette notion d'utilité et plutôt dans une recherche de justesse, de proportion. On est vraiment ici dans quelque chose qui permet de se placer au centre des contraires, donc de voir l'ensemble des possibilités et de définir finalement quelle va être la plus appropriée. Donc on est davantage dans l'évaluation de probabilité que ne l'est l'intellect. L'intellect, effectivement, ici, est beaucoup plus restrictif et vraiment une application sous condition. On va faire donc un point d'ouverture ici pour ce que l'on ira approfondir dans 15 jours. Parce que tout l'enjeu ici est de comprendre dans le comportement humain la différence. Quelqu'un qui va être dans son intellect, c'est quelqu'un qui va avoir besoin d'avoir raison. C'est quelqu'un qui va accorder de l'importance à l'existence. C'est quelqu'un qui va accorder de l'importance à la manière dont c'est structuré, aux règles en fait. Et donc au fonctionnement, mais au fonctionnement de l'existence. Et donc, comprenez ici que c'est quelque chose qui se passe en dehors de tout ce que peut représenter la vie, de ce que peut représenter l'amour. Il est dans la projection, dans le reflet. Si j'ai besoin d'avoir raison, je suis dans le reflet. Et donc, ici, on va résister parce qu'on a besoin d'avoir raison. On va donc résister à ce que tout cela n'est pas. Et il y a évidemment une autre forme de programmation qui est le fait d'être dans la raison. Et là, si on est dans la raison, par contre, on peut avoir de la difficulté à s'incarner. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui deviennent stupides dans le monde lorsque c'est comme ça. On distingue la différence entre la vie et l'existence. Et donc, on va pas dire spontanément que la vie est difficile. On va dire que l'existence humaine est difficile. C'est pas la même chose, en fait. J'entends énormément de gens dire « la vie est dure ». Et j'entends peu, mais parfois ça arrive, des gens dire que la condition humaine est difficile. Que le fait d'être conditionné en tant qu'être humain, c'est difficile. Mais là, de fait, je me retrouve avec des personnes qui n'ont pas tout à fait le même mode de fonctionnement. J'ai donc des personnes qui sont dans l'intelligence et qui ne comprennent pas à ce moment-là comment
appliquer finalement ce qu'ils ressentent et qui peuvent se sentir évidemment à l'extérieur du monde. Mais c'est parce qu'ici, on a 2 programmes. Il y a 2 programmes et chaque programme ayant évidemment ici sa part de difficulté. Mais on va dire que par rapport ici au collectif, on a principalement des gens qui ont besoin d'avoir raison. Donc, on va parler de cela pour le point d'ouverture, même si je vais marquer la distinction ici avec les 2. Donc, vous pouvez, vous saurez peut-être mieux ici vous placer. Après, ça ne se fait pas dans tous les domaines. Ça, c'est important. Ça ne se fait pas dans tous les domaines parce qu'avec le temps, vous auriez pu être évidemment plutôt dans la logique. Donc, je dirais que ça fonctionne aussi cycliquement. On n'est pas toujours dans le avoir raison. Mais je crois qu'à un moment donné, quand on n'a pas réussi à complètement être dans le sens le plus concret, eh bien, on a fini par être conditionné dans le avoir raison. On a fini par se dire que c'est notre opinion ici et notre conception du monde qui est plus juste et que les autres sont des idiots. Et donc, on a quand même basculé. Et c'est pour ça que je ne mets pas la distinction des programmes de façon aussi stricte. On a donc, à ce stade-là, on va détecter une tendance à être resté dans l'un plus que l'autre. Mais je ne crois pas, en fait, ici, qu'on est arrivé toujours dans le avoir raison. C'est le conditionnement relatif ici de ce monde qui a fini, évidemment, par créer énormément de confusion et limiter, de fait, ici, notre esprit critique. Donc, on va entrer en résistance avec l'existence ou on va rentrer en existence avec la vie. Et par effet de cycle, on peut passer d'un opposé ici à l'autre. Donc ce qui est important, c'est surtout de comprendre la différence entre avoir et être. Lorsque l'on veut avoir raison, mais lorsque l'on veut avoir tout court, c'est ici quelque chose que l'on veut prendre, on veut posséder pour en disposer. On veut disposer ici de possibilités que finalement nous n'arrivons pas à obtenir d'une autre manière que par le fait de posséder, de prendre l'ascendant sur quelque chose, quelqu'un. Et donc, quand on cherche à avoir raison, on cherche à ce que notre idée prenne l'ascendant sur tout ce qui l'entoure. Il faut impérativement que ce soit notre voix. Ici, donc, il y a vraiment une forme d'opposition. Et quel que soit après le domaine dans lequel on souhaite, évidemment, ici, obtenir gain de cause, c'est évidemment extrêmement conflictuel parce que, en fait, ici, en système de projection, on cherche vraiment à s'accaparer l'énergie de quelqu'un d'autre lorsque l'on souhaite imposer notre volonté. Parce que avoir raison, c'est imposer sa volonté. C'est pas exprimer sa volonté, c'est l'imposer, c'est la projeter ici sur quelqu'un. Être dans la raison, c'est effectivement une toute autre manière de se placer, de se positionner dans la trame évidemment collective, mais pour ça, il faut être quand même à l'aise avec ce que être signifie à partir de soi. C'est pour ça que je dis que les limites sont évidemment pas celles-ci aussi strictes. Certains d'entre nous sont avoir et d'autres être. Non, c'est pas comme ça évidemment ici que ça fonctionne. Donc, pour pouvoir comprendre la différence entre avoir et être dans l'applicatif ici du champ de pensée, il faut évidemment comprendre ce que signifie la raison. Donc la raison qui est issue évidemment de ratio, parle bien ici de proportion. Et donc, raison et raisonner, si je veux raisonner, je vais être donc dans le dérivé ici de ratio qui est rationnel, et donc je vais être dans le calcul. Donc raisonner, c'est la faculté de calculer, d'évaluer les proportions et de convenir de fait à partir de ce que je calcule d'une manière de faire. Et la plus probable à partir de ce que je souhaite conduire. Donc selon notre manière d'accéder à la connaissance, on va se structurer autour de ce conditionnement qu'est la raison, qui peut être évidemment extrêmement inconscient ou qui peut être pleinement conscient, peu importe. Et donc, selon ensuite l'association entre l'avoir ou l'être, et encore une fois, il peut y avoir des différences dans le domaine, on va être dans l'intellect, dans la doctrine, on va chercher à prendre le dessus et à posséder l'autre dans l'échange, si on est dans l'idée, ou si on a des décisions à prendre, hein, c'est facile en fait. Ici, on appelle ça maintenant le leadership. C'est facile de prendre l'ascendant sur quelqu'un, de le convaincre en fait. Si on a effectivement une qualité qui est le leadership, bah là vous comprenez qu'on a ici un atout potentiel de manipulation. Et donc, à partir du moment où on cherche à imposer quelque chose, on a l'interaction bien sûr ici qui va aller avec, et puis tout le schéma qui va se mettre autour de ça. L'intelligence, de ce point de vue-là, donc le fait d'être dans la raison, c'est se plonger dans l'information.
c'est se plonger dans l'information et c'est disposer de fait ici d'un ensemble qui va permettre d'évaluer, de calculer les meilleures possibilités d'obtenir ce résultat. Donc on est vraiment dans l'évaluation de la manière de faire et la manière en fait ici de se placer, de se positionner, qui répond aux conditions d'un environnement qui aura été de fait évalué. Donc à partir de la nature, à partir du contexte et non plus seulement dans la projection de la simple pensée comme avoir raison. C'est donc une intelligence qui est dynamique, qui est en progression et quand on se place ici, quand on est dans la raison, la vérité elle est progressive parce qu'on est dans l'esprit critique. Donc le choix de aujourd'hui n'est pas nécessairement le choix de demain. Et il y a une capacité de mouvement en fait et de recalcul quelque part, si vous comprenez la notion. On est dans une expérience qui est en mouvement dynamique, avec toujours une possibilité de faire différemment. Ce qui fait qu'on ne se ferme plus rien, on est bien au centre ici de quelque chose et on organise, on structure et on restructure de façon tout aussi dynamique. Ça laisse évidemment peut-être perplexe certains d'entre vous, donc rassurez-vous, ici c'est le point d'ouverture. On va travailler bien sûr ici plus en profondeur le avoir raison ou être dans la raison, l'intellect et l'intelligence, la doctrine et l'expérience, le côté plus conditionné, figé que finalement implique le fait d'avoir raison, tandis que de l'autre côté, on a quelque chose qui peut se redessiner et se redéfinir, non pas de façon instantanée, mais à partir de notre capacité d'analyse. Et donc, on va entrer bien plus précisément parce que souvent, et c'est ici que se situe aussi l'idéologie, notamment lorsque l'on traite des aspects énergétiques, on va donner un côté très intangible aux choses et on se limite en fait ici une capacité de faire parce que on ne se saisit pas justement de nos attributs ici en tant qu'être humain et donc on ne saisit pas l'importance justement de notre zone cognitive et du déconditionnement. On peut éventuellement en saisir l'importance, mais du reconditionnement, la manière de se reconfigurer, elle est encore plus importante en fait ici que le déconditionnement. Le déconditionnement ne fait que finalement nous permettre d'observer différemment le monde, mais le reconditionnement à partir de soi nous permet d'agir différemment dans le monde, non plus seulement l'observer, agir concrètement. Donc là on prend bien ici avec ce verso un virage dans la position collective et donc j'espère que ces deux vidéos que l'on va faire autour de ça, donc on termine évidemment ici la première, vont vous permettre de saisir vraiment la différence entre ce déconditionnement qui est certes essentiel parce qu'il faut qu'il y ait de l'espace pour qu'il y ait un reconditionnement, mais la valeur et l'importance de ce reconditionnement. Parce que lorsque l'on a l'impression d'être dans le néant et dans l'entre-deux, c'est simplement justement qu'on n'est pas encore dans ce qu'il nous faut prendre en charge et donc dans le reconditionnement ici de soi. La barrière de la condition a sauté, mais ces conditions, on est dans la forme, elles sont obligatoires au même titre qu'il est impossible de ne pas disposer ici de croyances ou de convictions. On ne peut pas se passer de structure. Et donc ici, c'est vraiment ce que va nous aider à faire ces vidéos, c'est à comprendre à quel point la structure, certes, elle nous contraint, mais dès lors que l'on sort de la contrainte, elle peut être utilisée ici à notre avantage. Il faut simplement comprendre comment se placer autour de ça et comment de fait ici disposer de tout ce qu'il nous faut pour pouvoir agir, mais à partir de l'être et non plus ici dans le sens d'avoir. Voilà pour cette semaine, donc je vous retrouve évidemment ici dans 15 jours. Il n'y a pas de guidance de pleine lune, hein. Souvenez-vous ici que si vous souhaitez utiliser le travail de la pleine lune en Lion, il faut revenir dans la bibliothèque et donc les publications ici de 2025. On est en zone de transition, on a besoin de repasser dans le défi ici du Verseau et des Poissons parce qu'il y a besoin de monter justement ici notre pensée dans une nouvelle forme de maturité et on repartira sur des nouvelles trames à partir ici du printemps. Et donc dans l'intervalle, ça ne change pas la fonction ici de l'énergie du lion, de cette pleine lune en lion. Vous avez ce qu'il vous faut pour accompagner. Il faut reprendre bien sûr ici vos notes, mais vous avez
monté ici en maturité depuis la dernière fois que l'on est passé dans l'énergie du Verseau. Donc vous n'allez pas nécessairement entendre la transmission d'une même manière. Donc allez vous appuyer dessus. Nous, de notre côté, voilà, on se retrouve ici dans 15 jours. Il y a un petit peu moins de vidéos pendant 2 mois, mais c'est aussi parce qu'elles sont peut-être plus denses. Donc il y a peut-être ici des choses à faire en parallèle qui fait que c'est bien d'avoir un petit peu moins de contenu à associer pour être pleinement peut-être ici concentré. Voilà pour nous, mais donc en attendant évidemment ici de vous retrouver dans 15 jours, eh bien je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye bye.